Et bonjour à tous les amis. Et bonjour tout le monde. Alors comme vous pouvez voir, j'ai plus mon bidon parce que depuis, la petite est née. Et on n'a jamais pris le temps vraiment au final de vous en parler. Non, c'est que c'est du boulot, un petit nouveau-né. Donc c'est pour ça on revient que maintenant. Ça fait 5 mois à peu près qu'elle est née. Ouais, déjà. Et on pense que c'est le moment idéal pour vous raconter un petit peu comment s'est passée toute cette grossesse. Eh oui. Et oui. Parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions, à savoir comment se passe une grossesse au Québec, concernant notamment les démarches, le suivi, les aides, des tas de questions. Donc c'est le bon moment là pour y répondre. Donc on va faire au final 2 vidéos. La première vidéo qui va parler de toute la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et donc la deuxième vidéo qui va raconter un petit peu l'accouchement et tout ce qui se passe après. Ouais. On va pas me voir accoucher, hein. Rassurez-vous. Allez, c'est parti. Donc au final, pour vous raconter un petit peu déjà le contexte, comme on vous a dit, ça faisait 1 an qu'on était au Québec. Ouais. Toi, t'as commencé à travailler tout de suite. Ouais, c'est ça. Quand on est arrivé, j'ai commencé à travailler, je crois 3 semaines après, en tant qu'infirmière. Et moi, j'étais à la recherche d'un job. J'ai trouvé, je crois, au bout de 6 mois. Après, les démarches sont un petit peu longues pour commencer un emploi qualifié. Beaucoup d'entretiens. Ouais, beaucoup d'entretiens, beaucoup d'administratifs. Et lorsque j'ai trouvé mon job, on a commencé à mettre en place le projet bébé. Et oui. Donc, au final, ça faisait presque 1 an qu'on était au Québec. Ouais. Hein. C'était en août que tu as commencé à travailler, donc c'est en août qu'on a commencé à mettre le projet bébé en marche. C'est ça. Et je lui ai annoncé que j'étais enceinte, c'était fin septembre, donc ça n'a pas trop mis de temps. Ça a été rapide pour le coup. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais on a fait une vidéo où on voit toutes les annonces de la grossesse et notamment quand tu me l'as annoncé. La vidéo, il me semble que on annonce ma grossesse à nos proches. Et donc la première partie, c'est quand tu me l'annonces. Bien sûr. C'est assez drôle. Quand t'as eu des soupçons finalement d'être enceinte, comment t'as fait un petit peu? Est-ce qu'il y a vraiment des différences marquantes avec la France? C'est classique finalement. C'est classique. Le bon vieux test de grossesse. Il en existe une tonne. Ouais, vous les trouvez soit dans les pharmacies, soit dans les supermarchés. Ouais. D'ailleurs, c'est le même qu'en France, c'est Clear Blue. Ouais, Clear Blue classique. Ouais. Et puis test de grossesse positif. Bon, là après, ce qu'il faut faire, c'est appeler le médecin pour confirmer avec la prise de sang. Ouais, on peut faire 2-3 tests aussi. Hein, pour être sûr. Pour être sûr, mais bon. Voilà donc pour la découverte. Bon, juste avant d'en venir à la suite du processus, dès qu'on apprend qu'on est enceinte finalement, je sais que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est pris en charge ou est-ce qu'on va devoir payer des milliers d'euros pour pouvoir accoucher ici au Québec? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dire aux États-Unis, c'est souvent aux États-Unis qu'on entend beaucoup dire un accouchement, ça coûte 25 000. C'est ça. Qu'en est-il finalement pour le Québec? En fait, c'est simple, ça va dépendre de votre statut. Si vous êtes venu avec un permis de travail comme nous ou en tant que résident permanent, en fait, vous avez quitté la sécurité sociale française pour adhérer à la RAMQ, donc la sécurité sociale un peu du Québec. Tout va être pris en charge, ne vous inquiétez pas. C'est totalement gratuit comme en France. Ouais, juste peut-être si vous venez en PVT, là du coup vous bénéficiez pas de la RAMQ, mais vous avez une assurance santé privée et l'assurance santé privée prend en charge l'accouchement et les suivis. Dans tous les cas, normalement, si vous apprenez que vous êtes enceinte ici au Québec, il ne devrait pas y avoir de problème pour vous. Ouais. Dites-nous si jamais on se trompe, que vous avez eu quelques soucis à ce niveau-là. Vous avez dû payer 50 000. Ouais. Dites-le nous dans les commentaires. En tout cas, ça nous intéresse. Ça permettra aussi de découvrir d'autres cas. Et puis, ça permettra de donner des infos aussi plus complètes pour toutes les personnes qui veulent venir avoir ce projet bébé. Donc voilà, on passe à la partie suivante. Finalement, lorsque ce test de grossesse est positif, comment ça se passe? Eh bien, il faut contacter son médecin de famille. C'est un peu l'équivalent des médecins traitants en France. Un peu l'équivalent. C'est vrai que leur champ d'action, il est un petit peu plus élargi quand même. Ils ont la possibilité de faire du suivi obstétrique, certains du suivi gynécologique. Ouais.
Carrément, c'est vrai. Ils ont un petit peu un champ de compétences élargi par rapport aux médecins traitants. C'est d'autant plus l'occasion de les appeler lorsque vous apprenez que finalement vous êtes enceinte. Ça me fait penser quand on est arrivé au Québec, quand on a eu notre premier rendez-vous avec elle, elle nous avait tout de suite dit si jamais vous avez un projet bébé, moi je fais les suivis de grossesse, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, elle était toute contente quand je lui ai annoncé que le test de grossesse était positif. Test de grossesse positif, elle t'a prescrit du coup une prise de sang pour confirmer tout ça. C'est ça. Donc elle a prescrit la prise de sang avec les fameux bêta-HCG. Elle m'a aussi prescrit ma première échographie à faire, mon échographie de datation qui se fait entre 7 et 10 semaines. C'est plus tôt qu'en France ça, non? Ou c'est généralement la date aussi en France? Je sais pas du tout. Dites-nous, parce que j'ai pas eu de grossesse en France. Ouais, finalement, nous on n'a même pas de comparatif finalement. Non, avec la France, aucune idée. Voilà. Ouais. Écho de datation, c'est entre 7 et 10 semaines ici au Québec. Ouais. Voilà. Mais on vous en parlera bien dans le suivi de grossesse. On va vous dire toutes les échographies qui sont faites ici et tous les autres examens d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres. Ouais, donc c'est ça justement avec elle. On a parlé un petit peu de toutes les échographies que j'aurais à faire. De mon suivi de grossesse globale. Et pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille, du coup? Pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille... Et ça concerne énormément de gens. Ouais, parce que c'est compliqué ici d'avoir un médecin de famille. Sinon, il y a le CLSC, le Centre local de la santé communautaire, qui se charge de faire des suivis de grossesse. Donc, il faut bien se renseigner et appeler un CLSC à proximité de chez nous. Et justement, du coup, à la fin de ce rendez-vous, elle te demande est-ce que vous voulez que je suive votre grossesse finalement? Et oui, parce que notre médecin de famille, elle a quand même une spécialité obstétrique, elle a fait des accouchements avant, donc moi j'ai accepté qu'elle me suive, bien sûr. Mais il y avait la possibilité de choisir d'autres options pour le suivi de grossesse. Ouais. Donc justement, passons au suivi de grossesse, enfin au choix du suivi de grossesse. Donc nous ici, on a la possibilité de se faire suivre par un médecin de famille parce qu'il a la spécialité obstétrique. C'est que jusqu'à un certain stade de la grossesse. Il me semble que c'est jusqu'à 20 semaines ou 25 semaines de grossesse. Et après, on est orienté avec un médecin accoucheur. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité finalement de vous faire suivre dès le début par un médecin. Par le médecin accoucheur. C'est ça. Ouais. Mais si vous avez confiance en votre médecin de famille, hein, c'est un peu notre cas, généralement vous aimez bien vous faire suivre par votre médecin de famille au début. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on a choisi d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, 2 choix déjà, médecin de famille, médecin accoucheur. Quel est le 3e choix? On a les sages-femmes. Qui ne sont pas du tout les sages-femmes de France. Non. Un peu comme les sages-femmes libérales de France. Mais ici, les sages-femmes, elles sont... on les retrouve pas dans l'hôpital. Elles ont un cabinet spécial à côté et elles font leur truc et on accouche dans le cabinet avec les sages-femmes. Généralement, les personnes qui choisissent un suivi sage-femme, c'est plus les personnes qui veulent accoucher de manière naturelle, on dit, non? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire finalement, un accouchement naturel? C'est sans la péridurale, à 3/4 du temps. Hein. 3/4 du temps sans la péridurale. Et puis, c'est rarement des premiers bébés quand même. Ouais, c'est des gens plus expérimentés finalement. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ici, c'est en maison de naissance qu'elles sont, les sages-femmes, ça s'appelle comme ça, le cabinet où elles travaillent, en maison de naissance. Et en fait, tu accouches et tu restes qu'1 heure, et après tu rentres chez toi avec ton petit bébé. Voilà. Donc c'est différent de l'hôpital, et c'est pour ça que c'est rarement les premiers bébés, parce que quand c'est ton premier bébé, t'as un peu de stress de ce qui peut se passer quand même, donc tu préfères être à l'hôpital pour au cas où. Et voilà, finalement on a fait le tour un petit peu au niveau des suivis. Il me semble que il y a les gynécos aussi. Ah oui, on a oublié les gynécos. Ouais, il y a les gynécos aussi, mais les gynécos c'est plus quand les grossesses sont un peu particulières, des jumeaux ou des grossesses à risque. C'est souvent, les gynécos suivent souvent ce type de grossesse-là. Finalement, en fait, tu t'y connais assez bien aussi parce qu'on l'a pas dit à l'introduction, mais tu travailles aussi dans le domaine obstétrique. Ouais, je suis en périnatalité et je fais des accouchements. Donc voilà, en gros, pour les suivis qui existent au Québec concernant la grossesse. Et c'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de choix. Pas mal de... Ouais. Bon, maintenant, passons au suivi de grossesse, finalement. Avec notre médecin de famille. Comment ça se passe au niveau des rendez-vous?
tous les mois, j'ai mon rendez-vous avec mon médecin de famille. Lors de mon rendez-vous, elle me fait un petit cœur fœtal, on appelle ça. Elle prend juste le rythme cardiaque du bébé. C'est pas une échographie en fait. Mais peut-être qu'il y a des médecins de famille qui sont équipés d'un appareil, d'un échographe. Pas la mienne. Mais c'est pas grave, elle prenait mon petit cœur fœtal. Et puis après, on discutait un peu de la grossesse, comment j'étais, si j'avais des symptômes, les nausées, si j'avais des problèmes quelconques. La fameuse peser, voir si je prends beaucoup de poids. Elle prenait aussi la mesure de ma hauteur utérine. Et puis, des fois, je repartais avec ma petite requête pour ma prochaine échographie. Donc au niveau justement des échographies, ouais. On a parlé de la première qui avait été prescrite, c'est celle à 7 à 10 semaines. Ouais. C'est ça, donc c'est la première écho. Ouais. On a la possibilité de la faire dans le public. Ouais. Et la possibilité de la faire dans le privé. Mm-hmm. Dans le public, bien évidemment, c'est totalement gratuit. Mais par contre, quels sont les désavantages? En fait, tu choisis pas forcément ta date, donc il faut que tu sois quand même assez libre. Et comme toi, tu travaillais tout le temps, nous, on a choisi de faire dans le privé. Dans le privé, finalement, c'est gratuit aussi si vous avez une assurance privée avec votre job. Ouais, donc c'est ça. nous, on a payé. Mais après, on se faisait rembourser directement. Ouais, parce que tu as une bonne assurance. C'est ça. Donc, on vous expliquera, on a fait aussi des échos dans le public plus tard. Le matériel était aussi bien et tout. Ouais. Mais on va dire qu'on a plus d'images, plus d'explications quand même. Ouais. Enfin, nous, c'est notre expérience qu'on parle. On a eu quand même beaucoup plus d'explications, beaucoup plus de photos dans le privé. Donc c'est aussi l'avantage. Donc regardez bien si vous avez une assurance privée. Ça peut être sympa d'aller... c'est un autre service. Ouais, d'aller faire des échographies dans le privé. Du coup, première écho, c'était quel centre? Tu te souviens du nom? Procréa. Procréa à Gatineau. Ouais. C'est tip top. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit le nom, c'était super. Comment ça s'est passé? Donc moi, la première échographie que j'ai fait entre 7 et 10 semaines, je crois j'étais à 7 ou 7 et demi de semaine. Du coup, j'ai eu une échographie mais endovaginale. L'échographie de datation, en fait, elle sert à déterminer la date prévue d'accouchement. Et nous, donc, notre pépette était prévue le 2 juin 2024. Donc ensuite, je me rends chez mon médecin de famille pour mon rendez-vous mensuel. Elle me parle de la possibilité de faire une prise de sang pour évincer toute anomalie chromosomique via l'ADN fœtal. Tout à fait. Et vu que c'est une prise de sang où on va analyser l'ADN, on va aussi pouvoir, si on le souhaite, avoir le sexe du bébé. Vu que ça va analyser les chromosomes X ou XY, finalement. C'est ça. Et à côté de ça, du coup, elle te prescrit l'échographie. Notre échographie. Du premier trimestre, finalement. C'est ça. Qui est en association, en plus, avec cette prise de sang. Vu qu'elle est là pour aussi analyser, au final, le risque de trisomie chez l'enfant. Via la clarté nucale. Ouais, tout à fait. Donc, tout d'abord, je vais faire ma prise de sang. C'est autour de la 10e semaine. Donc, je me rends à la clinique privée, à Procréa, pour faire ma prise de sang. Donc là, elle me dit que les résultats, ça met une quinzaine de jours et que je vais recevoir tout ça par mail. C'est ça, et c'est 2 résultats à part. On a le premier qui s'ouvre en un clic où on voit les résultats de la trisomie. Voilà. Et à côté, il y a un autre fichier qui, lui, est protégé par un code. Et en fait, si on clique dessus, heureusement, on ne peut pas faire d'erreur parce que ça nous demande ce fameux code. Et on pourrait découvrir le sexe de l'enfant déjà. On n'est qu'à 10 semaines à peine. 10 semaines, Et nous, on a décidé de pas regarder tout de suite parce qu'on voulait mettre en place une gender reveal plus tard. Donc, on voulait se laisser un peu de temps pour la surprise. Donc voilà pour la prise de sang. Et ensuite, on prend le rendez-vous pour l'échographie du premier trimestre. Voilà, pour la clarté nucale. Toujours chez Procréa. Donc on s'est rendus tous les deux à Procréa pour faire l'échographie de la clarté nucale. C'est la première fois qu'on voyait le fœtus. C'est ça. La personne était vraiment sympa aussi qui s'occupait de l'échographie. Elle a fait beaucoup de descriptions, elle a répondu à toutes nos questions. Elle a pris du temps. Et elle nous a dit qu'elle avait une suspicion sur le sexe de l'enfant. Elle nous a demandé si on voulait savoir. Et on lui a dit, non, on préfère attendre. Suite. C'est ça. Mais par contre, on lui a proposé d'ouvrir le mail qu'on avait reçu avec le code. Et comme ça pouvait, elle, lui confirmer si son avis était le bon. Elle a pu aussi nous faire une petite carte scellée. Et elle a écrit le sexe. Comme ça nous facilitait les choses, nous, pour faire nos gender reveal après. C'est ça. Donc voilà pour ce rendez-vous.
Ensuite, toujours concernant le suivi, bah tu vois, tu poursuivais finalement mes rendez-vous mensuels avec mes fameuses surveillances, tension et compagnie. Rien à signaler de ce niveau-là. Non, rien à signaler. Il n'y a rien qui t'a marqué dans ces Non, rendez-vous. et puis j'ai eu aucune particularité à ce stade-là. C'était vraiment du suivi classique. Moi, je crois que j'y suis allé une seule ou deux fois peut-être. Oui, parce que ça durait pas longtemps, c'était vraiment un rendez-vous très court pour savoir si tout allait bien. C'est ça. Et à chaque fois, par contre, elle prenait le cœur fœtal. Pour tout vérifier. Bah, vérifier le battement du cœur du bébé. Là. Ouais. Prochain rendez-vous clé, c'est la deuxième échographie. La deuxième écho, ouais. L'échographie morphologique. Voilà. Entre 18 et 20 semaines, cette échographie, elle permet de vérifier en fait le bon développement du bébé, la mesure de ses membres, de ses organes. Que tout fonctionne bien. La taille, tout ça, que le fœtus se développe normalement. Vérifier aussi également mon placenta, le liquide amniotique. Et là, du coup, tu avais eu une info, non, sur ton placenta? Oui. J'avais le placenta qui était en avant, ce qui veut dire qu'on ne peut pas trop sentir les mouvements de bébé avant très longtemps. Elle nous a proposé d'avoir aussi notre première échographie en 3D. C'est aussi l'avantage dans le privé, parce que je sais pas si dans le public ils proposent tout le temps ça. Ouais, je sais pas. C'était assez spécial parce que c'est particulier quand même. Ouais. Ce qui est marrant, c'est quand tu la montres à ta famille, tu sais, ils essayent de trouver déjà des traits. Ressemblances. Ouais, c'est assez drôle d'avoir ça. Et moi j'ai vu que il y a quand même pas mal de couples qui allaient dans justement des cabinets privés spécialisés qui proposaient ça là. C'est pas forcément en 3D, mais même mis des en 4D, non, des trucs un peu particuliers. Ouais, c'est les nouveautés ça. Ouais. Mais nous, c'était sympa d'avoir quand même un petit souvenir comme ça. Ouais, à mettre dans l'album. D'ailleurs, cette échographie a eu lieu, je crois, le lendemain de notre gender reveal. Oui. Donc là, on venait de découvrir le sexe de notre enfant. Et donc c'est... une petite fille. Eh oui. Une petite princesse. Donc mes rendez-vous mensuels se poursuivent et j'arrive à la 24e semaine. Elle me prescrit une prise de sang à faire concernant le diabète de grossesse. Et elle me parle aussi qu'après elle va arrêter son suivi avec moi et que ça va être le médecin accoucheur qui va prendre le relais. Médecin accoucheur d'ailleurs que tu connais parce que c'est quelqu'un avec qui tu travailles. Ouais. C'est toi qui l'as choisi. C'est ça. Oui, j'ai pu la choisir. Ouais. Donc là, je me rends dans le public pour faire ma prise de sang. J'ai une première prise de sang à faire à jeun. Et ensuite, je dois boire un liquide, un glucose, 35 grammes, et refaire une deuxième prise de sang juste derrière. Et donc les résultats arrivent et il s'avère que je suis un peu dans la limite. Donc du coup, on me dit de retourner faire un test. Donc là, ce coup-ci, le test est un petit peu plus différent. Donc j'ai encore une prise de sang à faire à jeun. Puis je dois boire un glucose de ce coup-là 75 grammes et refaire une prise de sang derrière. Sachant que d'ailleurs, la première fois que tu avais passé le test avec le glucose 35, tu t'étais senti top, je crois. Ouais, j'étais un peu, j'avais un peu la tête qui tourne, une sensation d'hyperglycémie. Ouais, donc là, ça t'avait stressé un peu. Ça m'avait stressé. Dire que tu vas devoir en prendre un plus costaud. Ouais, j'étais très stressée de prendre le 75 grammes. Alors que finalement, je me souviens qu'il t'avait moins fait d'effet finalement que la première fois. Rien du tout. Ouais, rien du tout comme effet. Et voilà. Et donc je suis rentrée à la maison et on attendait les résultats. Et donc pareil, quelques jours après, réception des résultats et convocation chez mon médecin parce que je suis positive au diabète de grossesse. Et là, franchement, je me souviens, t'étais vraiment angoissée. Ça t'avait énervé. J'étais énervée. Parce qu'en fait, faut savoir que quand on détecte un diabète de grossesse, il y a des suivis plus réguliers qui se font, des examens, des vérifications, même chez le bébé. Chez le bébé, ouais. C'est un peu plus compliqué et ça t'énervait un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça te stressait. Bon, il fallait quand même que je me pique, faire mes glycémies capillaires. Ah oui, c'est vrai. On a dû aller acheter tout le matériel à la suite de ça, à la pharmacie. C'est ça, c'était remboursé encore une fois par l'assurance privée. Heureusement, parce que je crois que le petit matériel avait coûté plus de $100. Ah oui, oui, carrément. Et les aiguilles, les boîtes d'aiguilles, tout ça. Ouais, que je devais renouveler parce que j'en avais pour un certain temps. Donc ça, c'est des coûts. Mais bon, c'est sûr que c'était une surveillance tous les jours à me piquer 4 fois par jour. J'ai vraiment mal vécu cette période-là et je savais qu'en plus de ça, après, à l'accouchement, donc le bébé avait des surveillances et qu'en plus de ça,
je pouvais être provoquée pour l'accouchement, c'est-à-dire ne pas avoir un accouchement naturel. En fonction des risques qu'ils peuvent déceler dans les examens et tout. Ouais, Ils peuvent provoquer l'accouchement un peu avant. Ouais, et moi j'avais pas du tout envie d'être provoquée. Donc ouais, j'ai mal vécu cette période de diabète de grossesse. Le point positif par contre, c'est que du coup on avait des échographies tous les mois. C'est vrai qu'on a eu la 3e échographie, finalement, que pas tout le monde fait au Québec. Ouais. Si t'as pas de particularité, tu la fais pas. À moins que certaines personnes veuillent la faire, mais encore une fois dans le privé. Donc nous, finalement, on a eu cette 3e écho. Mais cette fois, on l'a fait dans le public. Ouais. Au final, l'échographie, je m'en souviens, on a été appelés. C'est parce que c'est le public qui appelle pour donner le rendez-vous. Donc moi, je me suis libéré pour le travail, etc. Pas le choix. Donc là, j'y suis allé avec un petit peu plus d'inquiétude cette fois-ci, mais ça s'est vraiment bien passé dans le public. Finalement, on a été pris vraiment à l'heure, je me souviens. Les locaux, ça allait aussi. Ouais, c'est correct. Ils ont du bon matériel et tout. C'est sûr que par contre, ils prennent pas le temps que prennent les personnes dans le privé pour expliquer les choses, te montrer ton bébé, etc. Là, on est plus sur un suivi vraiment médical. Et donc, comment ça se passe alors? Tout est nickel finalement? Tout est nickel. Juste, elle était dans les percentiles un peu bas. Un peu... 20, 22 peut-être, je sais plus. Ouais, c'est ça, 22, je crois que c'était. Mais bon, c'est pas inquiétant. Non, c'était pas inquiétant. Donc, je continue mes suivis. En parallèle, j'ai eu un rendez-vous aussi avec une diététicienne pour vérifier mon alimentation. Elle m'a donné tout un programme à suivre. Et puis, je continue de me piquer. Et puis, en fait, au bout de 2 semaines, tout se passe bien. Mes glycémies sont dans la normale. Et du coup, ma diététicienne, elle décide de me laisser un petit peu de lest. Donc, j'étais un peu plus tranquillisée avec ça. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on a gagné quand même le bénéfice, parce qu'on peut pas dire que c'est un problème non plus, mais d'avoir des échographies régulières qui nous permettent quand même de nous rassurer sur le bébé. Bébé allait bien, aucun souci avec bébé. Tout était nickel, quasiment jusqu'au jour d'accouchement. Ouais. Au niveau de la grossesse, souvent on se demande à quel moment on va quitter son emploi pour partir en congé maternité. Par exemple, je sais que en France, on part peut-être 2 mois avant, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires. Mais en tout cas, ici, c'est à partir de 36. Si tout s'est bien passé au niveau de sa grossesse. Donc finalement, si tout se passe bien, on part 1 mois avant l'accouchement en congé maternité. Sinon, concernant les démarches administratives, ça concerne aussi l'employeur. On est en relation avec un organisme qui s'appelle le CNESST. Oui. En fait, il s'occupe de protéger les travailleurs, et notamment les personnes enceintes au travail. Je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais en tout cas la CNESST m'a appelé à un moment donné pour me demander comment ça se passait au travail, si j'avais des risques avec ma grossesse, si j'allais au bloc opératoire, si je travaillais avec des fluides, enfin des tas de choses comme ça. Et après, ça a dû envoyer un papier à mon employeur. Et voilà. Et moi, après, j'avais plus le droit de faire certaines choses. Et arrivé à 32 semaines, là, pour le coup, j'avais plus le droit de rentrer dans les chambres des patients. J'avais plus le droit de faire des soins. J'étais en train de faire de l'ordinateur, trier des dossiers. Voilà, j'ai fini ma grossesse comme ça. On en vient finalement au dernier sujet qu'on pourrait aborder dans cette partie grossesse. C'est le début des inscriptions à la RQAP pour bénéficier des aides financières, des congés parentaux, des congés paternité, maternité, etc. Donc, l'objectif, c'est de s'inscrire à la RQAP. Donc, qu'est-ce que c'est la RQAP? Régime québécois d'assurance parentale. Et donc, l'inscription est hyper importante si ensuite, à la naissance, même un peu avant, un mois avant, vous voulez bénéficier du congé maternité et tout. Congé maternité qui est vraiment bien ici au Québec, parce que, mesdames, vous bénéficiez de 1 an quasiment de congé maternité. Et oui, une belle année. Donc ça, à mon avis, on vous en parlera un peu plus dans la partie accouchement, vu que finalement, c'est un peu là que débute le congé maternité et paternité. Parce que le congé paternité est pas mal aussi au Québec. On a au moins 5 semaines, mais il y a aussi ce congé parental partageable qui pourrait permettre d'avoir un peu plus de temps. On vous en dit plus
dans la prochaine vidéo qui est sur l'accouchement. Et oui. Ici, au Québec. Donc on vous racontera en détail comment ça s'est passé, mais on vous racontera aussi... Le séjour à la maternité. Ouais. Beaucoup plus court qu'en France. Ouais. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh ben mettez un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner, laissez-nous un petit commentaire, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour cette deuxième partie accouchement.